Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cet épisode de Entre Écailles. Entre Écailles, c'est notre émission où on discute avec un invité, toujours de qualité, et ce pendant presque 1 heure, pour bien sûr discuter de terrariophilie avec vous. Le sujet du jour est assez incroyable. L'invité que je vais vous présenter aujourd'hui est un professionnel. Ça fait du bien de parler un petit peu d'insectes et d'entomologie sur l'Oma Wild. Cet homme a réussi à se professionnaliser et à vivre de son élevage de menthes. Florian Mentibule, c'est parti. Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Salut Florian. Salut Mathieu. Tu vas bien ? Ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui entre écailles. Bienvenue au studio Loma, ça me fait super plaisir de t'accueillir. Ça te fait plaisir d'être là ? Carrément, ça faisait longtemps qu'on devait se faire ça, donc ça fait C'est vrai, grave c'est plaisir. vrai. Alors Florian, vous l'avez déjà vu sur la chaîne, vous l'avez déjà vu plusieurs fois. À chaque fois, je l'ai croisé à la bourse sur reptile de Béthune. Il tient le stand de Mentibule. Mentibule, voilà. Donc Florian, en fait, tu es le patron de Mentibule. Tu fais de l'élevage d'insectes. Exactement. Aujourd'hui, l'idée de ce podcast, c'est de discuter de toi, de ton parcours. On vient littéralement à ta rencontre. Qui tu es ? Je reprends depuis le début ? Allez, depuis le Allez, début. je te fais un petit speech. Écoute, je m'appelle Florian, je suis passionné de bestioles depuis tout petit. Ça, c'est vraiment le point de départ. Ok. Si tu veux me trouver quand j'étais gamin, t'allais dans le jardin ou dans le petit ruisseau au fond du jardin et tu me trouvais là. D'accord. Et donc du coup, plus tard, vers l'âge de 10-11 ans, je m'adonnais à ma grande passion qui était capturer les sauterelles et les mettre dans des boîtes. D'accord. Voilà, c'était mon truc. Et donc du coup, je vois qu'il y a une sauterelle qui fait un truc bizarre, je me dis qu'est-ce qui est en train de se passer ? Je cherche sur internet et je vois qu'en fait elle est en train de pondre. Je me dis incroyable. On peut faire de l'élevage de sauterelles, truc de fou. Tu sais que mais j'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Une sauterelle d'ici qui pond et tout, j'ai jamais vu. Ouais. Bah j'ai observé ça, mais bêtement en fait, elle vient enfoncer son oviducte, si je dis pas de conneries, dans le sol et puis elle pond en fait. Et donc du coup je cherche l'élevage et en fait je me rends compte qu'on peut élever des sauterelles pour alimenter des reptiles. Et là je me dis non, truc de fou, on peut avoir des reptiles chez soi, on peut avoir des lézards. Donc du coup entre deux, j'avais peur de foirer les œufs, donc les bestioles je les remets dehors, je mets bien la terre, je l'enterre un peu et puis je les laisse tranquilles. Et puis je me renseigne un peu sur les lézards, il y en a un qui me tape dans l'œil, qui s'appelle le pogona. Donc là, t'as quel âge à ce moment-là ? Je dois avoir 13 ans, 13 je ans. pense. 13 ans et tu t'intéresses au pogona, Ouais, c'est parti. Pogona viticeps, c'est un truc de fou. On va dans une animalerie en Belgique, j'en vois, c'est dingue. Ma mère est pas du tout fan. J'ai été tellement chiant qu'au bout d'une semaine, on avait des Pogonas. D'accord, Ouais. ok. Donc Pogona, pour ceux qui connaissent pas, même si je pense que tout le monde sur la chaîne connaît, c'est un des lézards de débutants par Ouais. excellence. Agamidé, vraiment, c'est un lézard. C'est costaud. C'est ça, c'est dragon barbu en fait. Hein. C'est costaud, ça bouge pas trop, c'est calme. C'est gentil, C'est très cool. ça a plein d'épines, c'est Ouais. désertique, c'est C'est cool. marrant. Et puis ça ressemble au dragon. Et moi, quand j'étais vraiment tout petit, en paléontologue ou éleveur de dragons, tu vois, je me tâtais quoi. Donc, si D'accord. tu veux, ça rentrait bien dans le truc. Et tu sais que moi, quand j'étais petit, le métier que je voulais faire plus tard, c'était paléontologue. Ah ouais, non, mais je pense que pas mal de terrariophiles sont Ouais. passés par le stade dino. Le Quoi. stade dinosaure, exact. C'est ça. Et donc du coup, je me retrouve avec mon couple de Pogona. J'ai quelques repros, pas forcément volontaires. J'incube les œufs, j'ai des bébés. Après, j'ai eu des geckos léopards. Puis ça a évolué sur le serpent, le lampropeltis, D'accord. le python royal. T'as fait le parcours de tous les animaux débutants en fait. Hein. Gecko Ouais. léopard, lampro. Bah ouais, parce il manque que la goutte. il manque la goutte, ouais, parce qu'elle m'intéressait un peu moins. C'était le plus commun des reptiles, on va dire. Ouais. Parce que comme on en discutait juste avant, moi quand j'ai commencé, qu'on allait en bourse, il y avait que ça. Hein. Il y avait rien d'autre. Que des gouttes. Non, beaucoup de gouttes, Ouais. du python royal et du pogona. Et après, le gecko léopard est arrivé. Alors là, c'était la star des salons. Ouais. Mais il y avait que ça. Il y Parce avait rien qu'aujourd'hui, il d'autre. y en a vraiment partout, hein, des gecko léopards. Ouais, il y en a partout. Ouais. Et c'est toujours autant à la mode et c'est cool parce que c'est une bestiole sympa, quoi. Ouais, c'est carrément génial. Donc voilà, tu vois, je me retrouve avec tout cet élevage. Entre deux, mes études, je fais un bac scientifique. Après, je me perds à la fac en informatique parce que c'était un peu ma deuxième passion. Mais je me rends compte que j'ai rien à foutre derrière un bureau toute ma vie, Tu t'emmerdais ? complètement. Je me suis rendu compte très vite que c'était pas mon truc. Et donc du coup, entre deux, je me retrouve un peu dans un entre-deux de réorientation, tout ça. Et donc du coup, je me trouve un service civique. Je bosse dans un club de tennis. Et là, j'ai qu'un seul truc à faire pendant 6 mois, c'était trouver ce que je veux faire. Et donc, où je veux aller, c'est en parc zoologique. Donc là... c'est le step du dessus, hein, là, pour un terrariophile. Hein.
Ouais, d'aller en parc zoologique. j'avais envie de faire ça. Ok. Et puis, orienté terrario ou tout animaux Orienté terrario, tout animaux. En fait, si tu veux, pour arriver en parc zoologique, il faut faire des stages. Donc moi, je me suis dit, bon, il y a à peu près 220 parcs en France. Bon, je vais pas aller dans le sud complètement parce que c'est un peu loin. Donc j'envoie 160 CV. Donc j'ai fait mes 160 lettres avec une petite phrase modifiée à chaque fois, tu vois. Et puis Ouais. j'ai tout envoyé. Et j'ai eu à peu près une vingtaine de réponses positives et j'ai sélectionné. C'est déjà bien. Ouais. Ouais. Ouais, bah, j'avais quand même une grande période. Et puis, bon, c'était un bon score. Même si, bon, sur 160, je suis bien content d'en avoir au moins 20, quoi. Non, mais franchement, c'est pas mal, moi, je trouve. C'est ça. Et donc, du coup, après, je me retrouve à devoir sélectionner les parcs. Et là, je me dis, bah, il faut du reptile. Donc, clairement, tu prends la liste. Tu prends 3 parcs reptiles. Ok, j'y vais. Voilà, c'est validé. Et puis, les autres, j'ai pris du généraliste, un peu de tout. J'ai fait de la faune européenne, j'ai fait de la faune exotique. Le but, c'était de découvrir complètement le métier. D'accord. Et puis, savoir tout faire aussi. Ok. Il faut être bien accroché en général, on dit, pour aller en parc zoologique. Ici, chez Loma Wild, on a fait plusieurs entrecalles avec des gens qui ont travaillé en parc zoologique. Il y a eu un entrecalles avec Lucas, que je salue. Et on a une copine aussi, qui s'appelle Fanny, qui est connue sous le nom d'Iguana Queen, et qui travaille en parc zoologique. C'est un sacré parcours. Elle bosse avec des varans de Komodo. Ouais, très cool. Elle est connue. Elle est connue. On la salue. Salut Fanny. Vas-y, bah tu peux reprendre. Donc du coup, bah, je me retrouve à faire mes petits stages, tu vois. Je vais un peu partout en France. Je découvre le monde des reptiles, le monde des animaux en général. J'ai bossé avec des bestioles de fous furieux. C'était trop cool. Ah, c'est une chance. Ça, c'est une chance. Tu côtoies des animaux que tu côtoieras jamais plus dans ta vie, quoi. C'est la grande chance, quoi. En général, on dit que ça régit la vie de faire le choix du métier passion animaux. Parce que ça gagne pas beaucoup, d'après ce que j'ai compris. Non. Ça gagne que dalle. Ouais. Et tu vis du coup de ta passion. Vraiment, ta passion, tu lasses ton boulot. C'est ta vie. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut pas dire autrement. Quand tu travailles en parc zoologique, c'est ta vie. C'est très difficile d'avoir une vie en dehors du parc. Et c'est peut-être 10% des soigneurs qui arrivent à construire leur vie en dehors du parc ou qui abandonnent cette voie. C'est vrai. Oui, très très peu de gens qui font plus de 5 ans en parc zoologique. D'accord. Donc moi, bah, je me retrouve à faire un entretien d'embauche. Et je me retrouve embauché avec comme responsabilité le vivarium. Donc avec environ une centaine d'animaux, beaucoup de serpents, quelques lézards sympas, du téju, du varan du Nil, après de la tortue aussi, tortue alligator, tortue serpentine. On avait aussi 2 caïmans. Ah, c'est cool. Ouais. Bon, c'était pas des très gros, mais c'était rigolo, quoi. Ouais, c'est toujours cool. Ouais, c'est toujours marrant. S'occuper des caïmans et tu le pousses un petit peu avec ta raclette, il t'éclate ta raclette en deux et tu fais bon. Il est pas Heureusement méchant, que c'est mais on la va faire gaffe. Et donc, du coup, ouais, donc j'ai bossé dans ce parc pendant 6-7 mois avant de partir des parcs. Parce que j'ai très vite compris que tu ne fais pas une carrière en parc. C'est compliqué. Il y a des bons et des mauvais parcs. Et bon, tu vois des trucs, tu te dis, bon, il faut quand même que ça respecte ton éthique. D'accord, je Donc, vois. du coup, tu changes de métier. Parce que les bons parcs sont trop peu nombreux. C'est trop difficile. Donc, Je vois ce que tu veux dire. c'est ça. Donc, je me retrouve encore une fois, tu vois, à être toujours dans ce truc, putain, j'ai pas de boulot, entre guillemets, je sais pas quoi faire. Et les bestioles, c'est quand même mon truc, quoi. Donc, je trouve une formation en commerce. Et je refais un deuxième bac sur 6 mois. Un équivalent bac pro commerce. Et je me mets dans l'animalerie. Du coup, je vais découvrir un autre monde, qui est le monde du commerce, le monde du commerce animalier. Et le truc qui est un peu paradoxal, si tu veux, c'est que moi, j'ai toujours été un terrariophile, je ne sais pas si tu l'es aussi, c'est jamais de la vie, j'achèterai une bestiole en animalerie généraliste, parce que c'est tous des abrutis. C'était ma conception des choses quand j'étais gamin, parce que quand tu as 13 ans et que tu es passionné, peu de vendeurs n'arrivent à avoir ton niveau de compétence. Écoute, je le suis encore aujourd'hui. On va dire que je n'ai pas de haine particulière contre les animaleries généralistes. J'ai du mal contre, on va dire, les enseignes généralistes qui vendent plus que des animaux. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est ça. Du jardin, des outillages Voilà, et c'est aussi ça. des animaux. J'ai du mal, en général, à aller acheter là-bas. Je préfère largement privilégier des boutiques spécialisées qui font vraiment que ça, où on va vraiment déjà t'apporter un énorme savoir,
quelque chose qui est vraiment précis par rapport à ce que tu attends. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, complètement. Tout le monde le sait, hein, moi je bosse énormément avec Reptilis à Bâle. Je sais au moins qu'à Reptilis, les animaux, ils sont entre les mains de vrais terrariophiles qui maîtrisent vraiment le reptile. Tu vois ? Complètement. Après, c'est toujours un peu le gamin un peu con qui disait ça, parce que moi j'étais heureux, tu vois, d'avoir le gamme vert de ma vie, la Valencienne, parce que sans lui, jamais je me serais mis dans la terrariophilie. Parce qu'à cette époque-là, soit t'allais en Belgique, soit t'allais à Milan sur l'île. Mais fallait convaincre les parents pour aller sur l'île, parce que moi, 1 heure de route, aller sur l'île, c'était l'autre bout du monde, quoi. Ah ouais, d'accord. Complètement. Et donc, du coup, d'avoir ce magasin où, ne serait-ce que tu peux acheter des grillons, c'est le truc con, mais il faut que ta mère, elle aille tous les 15 jours acheter des grillons. Il n'y avait pas de livraison ? Ah bah non, pas du tout. Aucun site internet ni rien. Ça a bien changé. T'avais rien de tout ça, c'était trop cher. Puis en plus, déjà avant l'animalerie, c'était chaud d'avoir des grillons de bonne qualité. Fallait aller le jour de la livraison. Ouais. Ah ouais, t'arrivais, tu savais, les grillons c'est toujours le mardi à 14h, tu tannais ta mère pour aller à 14h30 s'il te plaît, essaye de te décaler, de trouver un truc pour avoir des bons petits grillons là, j'ai besoin des T2 pour les bébés Pogona, c'était chaud. Ou les Drozo. Donc voilà quoi, et donc du coup tu vois, moi je suis rentré dans le monde des animaleries en me disant, écoute, c'est 90% d'incompétents, donc faut remonter le niveau. C'était un peu ça le truc. Je suis arrivé dedans, ça n'a pas loupé, quoi. C'était compliqué. J'ai eu des clashs avec des collègues qui étaient très drôles. D'accord. Mais du coup... Ça taille sec aujourd'hui. Ah ça ouais, non, sec. mais avec moi, si tu veux, on va s'amuser. Mais c'était bien parce que ça te permettait aussi d'avoir un décalage vis-à-vis des clients et des gens qui n'y comprennent rien, en fait. Qui ont envie d'un reptile, qui ont envie d'un poisson, parce que c'est du même ordre, qui comprennent pas comment y venir, comment faire, comment bien faire les choses, comment aborder, ce qu'il faut prendre, ce qu'il ne faut pas prendre. Ils prennent les choses à la légère et du fait de la méconnaissance principalement. Ouais, c'est ça. Pourquoi un gamin de 6 ans, une tortue aquatique, c'est nul. Et il y a de grandes chances qu'il ne s'en occupe pas. Qui s'en désintéresse. C'est ça. Pourquoi on ne met pas une tortue aquatique dans un bac de 20 litres ? Ce genre de choses. Ah putain, mais ça pourtant on en voit. Ouais. C'est malheureux. Et le pire, c'est que, là j'attaque un sujet qui n'a rien à voir, mais ces problèmes-là, ils vont créer des amalgames dans la vision de certains, comme quoi la terrariophilie entière ressemble à ça. Ouais. Et du coup, ça donne une image négative de ce qu'est le fait de posséder un animal chez soi qui est non domestique, comme un reptile. Enfin, non domestique, c'est une question de temps. Mais voilà, et ça va ternir l'image de la terrariophilie qui en fait est basée sur le bien-être animal à la base. Parce que le terrariophile, il doit vraiment faire en sorte que tout soit parfait pour son animal, pour que l'animal se sente extrêmement bien. Oui, c'est ça. Voilà, on est d'accord. Complètement. Ah oui, je pense que tu as connu aussi l'époque où tu allais en Belgique et tu chopais des tortues de Floride, c'était grandes comme une pièce d'€1. Ah bah alors là, oui. Il y avait les bocaux en verre rond là, il y en avait 400 là-dedans. C'est terrible. C'était terrible. Ça coûtait que dalle, quoi. C'était vraiment une cata. Bon, comme quoi, il y a des lois qui passent, des fois ça fait quand même du bien. Oui, je pense qu'il faut... Faut pas rentrer dans l'excès comme aujourd'hui, je trouve, au niveau législatif, mais il y a quelques mesures qu'on va dire qui ont été utiles. Ouais, je pense que ça part souvent d'un bon sentiment, mais d'une méconnaissance des gens peut-être qui font les lois, quoi. Ça, c'est clair. Je suis pas législateur, donc... Ouais, moi j'ai envie de le devenir. Ouais, moi j'aimerais bien que ce soit les terrariophiles qui fassent les lois. En terrariophilie, de la terrario. On parlera d'insectes par la suite, et là on est tranquille. Mais en terrario, je sais que c'est une galère, les lois. Alors du coup, c'est quoi la suite ? La suite, c'est je bosse en animalerie, je fais mon diplôme, et après, en fait, je veux faire un bac+2, et je trouve une alternance, en fait, dans un Tom & Co, donc une animalerie qui ouvre sur Paris, en région parisienne. Pas sur Paris, région parisienne. Et donc, du coup, tout neuf, et donc je me dis, allez, go. Et donc, du coup, je commence un cycle en alternance avec eux, où je suis à l'école pendant un jour, et le reste du temps en entreprise. Ouais. Parce que je voulais avoir un bac+2. Bon, je sais pas trop pourquoi, mais je voulais l'avoir, tu vois. Ok. Et donc, du coup, je bosse là-dedans. Au bout de 6-7 mois, en fait, je me rends compte que l'école a pas fait son taf. Et donc, du coup, ciao Florian, on peut plus te garder. Super. Entre deux, en fait, moi, j'ai des bons contacts avec une boutique aquariophile qui est pas très loin de ma boutique. Ok. Et qui me disent, écoute, on a vu ton profil, quand tu veux, tu te casses de Tom & Co, tu viens chez nous. Donc du coup, Tom & Co m'a fait, ouais, c'est compliqué. J'ai fait,
bah, y a pas de problème, je m'en vais. Et donc, du coup, j'ai bossé dans cette boutique aquariophile et qui était en majorité du e-commerce. On travaillait énormément sur Internet, on faisait beaucoup de colis. Donc c'est beaucoup de prépa commande, quoi. Beaucoup de prépa commandes, on vendait beaucoup de plantes d'aquarium. Ouais. Donc, tu sais, une prépa commande un peu spécifique quand même, où tu dois avoir une certaine connaissance pour que ça arrive en bon état, etc. Ouais. Et à côté de ça, je me retrouve un peu posé. Et donc, du coup, je repars sur mon élevage de menthes. Parce qu'entre deux, en fait, quand j'étais en parc zoologique, j'avais eu des menthes qui avaient été jusqu'à l'âge adulte, qui étaient mortes de vieillesse. Et puis, j'en avais pas repris parce que c'était un peu instable au niveau de mon logement. Ok. Donc là, je rechoppe des feux. J'ai un fournisseur en animalerie qui a des femelles. Et donc, je rechoppe des femelles. Et il se trouvait que c'était des femelles adultes. C'était quoi comme menthe? Pseudomantis lineola, la menthe du Togo. Ok. C'est ça. Et un jour, en fait, j'arrive chez moi, et puis bon, je vais laisser les zoothèques, les cocons comme ça, et il y a plein de bébés. Je me dis, oh merde, il était bien. fécondé, trop bien. Et donc, du coup, je me retrouve tu vois, à côté de mon boulot, à avoir toutes ces petites bêtes à gérer, je reprends d'autres menthes, je recommence le truc, quoi. Et faut savoir qu'à ce moment-là, je suis dans un studio de 25 mètres carrés, autant dire que je peux m'occuper de mes bestioles et être assis sur mon lit sans aucun problème en même temps. Ah ouais, c'est clair que 25 mètres carrés, ça fait short. C'était route. Et donc, du coup, dans le même temps, je me mets à vendre un peu de repro sur le Bon Coin. Ça marche bien, mais le Bon Coin, c'est chiant parce qu'il faut énormément discuter avec les gens et puis répéter la même chose. Parce qu'évidemment, les gens, ils ont besoin d'infos. Je n'ai jamais reproché ça aux gens. Et surtout, il y avait un truc avec l'amande, c'est que tu lisais les articles, tu avais l'impression que c'était un truc de fou. Alors qu'il y a plein d'espèces où, alors la reproduction, c'est un autre délire, mais où juste pousser une menthe à l'âge adulte, c'est relativement tranquille, quoi. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Ouais, c'est ça. On va citer la menthe fantôme, moi je trouve. Fantôme, ouais, Phyocrania, c'est très cool, quoi. Ouais, ça T'as va quasiment tout seul, pas ouais. de problème de mue. La Déroplatis des cicata, Ouais, plutôt simple. plutôt La simple. menthe feuille morte, Ça, c'est super cool aussi. magnifique en plus. Qui est revenu à fond à la mode, et ça, c'est trop cool, parce que moi, quand j'ai commencé les menthes il y a 7-8 ans, c'était introuvable. Ah ouais, C'était un moment où il n'y en avait plus. bah moi c'est celle que je voulais quand j'ai Ouais. commencé. Non, c'est pas étonnant, c'est génial. Moi, c'était une menthe de mes rêves, quoi. Bah ouais, parce qu'en fait quand elle déploie ses ailes, enfin le mâle, quand il déploie ses grandes ailes, enfin les deux en fait, le mâle et la femelle. Ouais, surtout la femelle qui se met vraiment sur le côté. Quand ils déploient leurs ailes, ça fait deux gros yeux noirs avec un beau motif, ça fait un masque. Un c'est espèce de sublime. hibou, un peu. Ouais, c'est ça, un hibou. Ouais, donc c'est très cool. Et donc, à ce moment-là, je me dis, bah, j'ai envie de créer un site web où je parle des menthes. Et D'accord. surtout, le but du site, c'est de dire, c'est facile. Donc type blog un peu. Ouais, c'était ça. Tu fais des articles. Le but, c'est de faire un blog. Ok. Et là-dessus, en fait, je finis mon contrat. Puis je me retrouve avec 3 mois un peu de battement. Je suis au chômage pépère. Je sais que je veux quitter la région parisienne parce que c'était terrible. Ouais. Donc du coup, je me Ah, dis... ça je comprends. Pour rien au monde, j'irais vivre là-bas moi. C'était, ouais, après, moi, franchement, j'étais dans un coin tranquille. Donc, aller au boulot, aller chez moi, c'était bonheur. Par contre, dès que tu veux faire un truc, c'est terrible. c'est chiant, quoi. Donc, du coup, je voulais revenir dans le Nord. Ouais. Et donc, je me donne un peu quelques mois de battement. Je crée mon blog, je crée mon truc. Je fais ça avec des anciens souvenirs de quand j'étais gamin et que je codais, quoi. C'était une horreur. Et en fait... juste après le nouvel an, je recommence tout le site et je me dis, tiens, je vais quand même réfléchir à peut-être mettre une partie boutique, on sait jamais. Et après, je suis censé ouvrir mon site et là, il y a le confinement qui arrive. Ah. Et donc là, je suis bloqué. Donc je valide une location dans le Nord, je dois repartir dans le Nord. Le soir, je rentre sur Paris, on est bloqué, on peut plus bouger, on peut pas déménager, on peut plus rien faire. Donc j'ai pas eu le temps de signer les papiers. Oh la misère. Donc bloqué. Et donc là, je me dis, bon, j'avais déjà pensé un peu à cette partie boutique, c'était possible de le faire. Allez, j'ai un mois devant moi. Je fais que ça. Et donc j'ai fait que ça, j'ai bossé là-dessus pendant un mois. J'ai sorti vraiment la boutique à la fin du confinement. Mais ça fait pas longtemps alors. Non, ça fait 3 ans. Ouais. Ça fait 3 ans. Ok. Donc ça fait 3 ans que tu as créé le Mantibule. Ouais, c'est ça. Ok. Vas-y, Donc, on a hâte de voir la suite. Raconte bah un ouais, peu. carrément. Bah, je fais mes petits élevages à la maison. Ça fonctionne très bien parce qu'on a les reconfinements et tout ça. Les gens sont beaucoup chez eux. Il y a une petite bulle d'engouement qu'on ressent là au niveau des insectes, Ouais. qui est très cool. Et donc du coup, j'améliore mon élevage, je m'éclate. Comme quoi, il y a eu du bon dans ce confinement là. Hein. Ah bah pour moi, oui.
faut pas dire le contraire. Moi, je me suis pas ennuyé une seconde. Et en plus, moi, je suis un ermite. Donc, si tu me dis, tu restes chez toi et tu peux pas sortir, C'est pas grave en fait. c'est pas grave. On va faire des trucs. Je vais pas m'ennuyer du tout. Déjà que j'ai pas le temps en temps normal de faire ce que je veux faire. Donc, c'était cool. Et puis par la suite, donc du coup, j'ai agrandi, j'ai pris plus d'espèces, jusqu'à ne plus avoir assez de place dans mon logement, prendre un local, et puis vraiment y aller à fond dans le projet, quoi. Ok, d'accord. Voilà. Donc là, on est en 2020, c'est ça ? Ouais. 2020. Donc tu crées Mantibule. Alors comment on crée Mantibule ? Comment créer Comment tu deviens un professionnel d'élevage d'insectes ? Qu'est-ce que tu as dû faire, mettre en place ? C'est quoi la gestion d'un truc pareil ? c'est hyper compliqué parce que si tu veux, il y a personne qui sait rien. Tu peux être aidé par personne. Parce que est-ce que c'est de l'agricole, est-ce que c'en est pas, est-ce que mais comme il y a une partie d'achat-revente de matériel, ça passe pas dans l'agricole, donc c'est hyper compliqué. Ah, parce que c'est original quand même. Je veux dire, je connais pas. Enfin, je pense que vous c'est pareil, hein, les gens. Hein. Vous connaissez pas grand monde qui vit des insectes, parce que tu me l'as dit tout à l'heure, avant qu'on commence à tourner. Aujourd'hui, c'est ton métier à temps plein. Ouais. Tu vis de ça. Ouais, mais en tu fait, vis de ton élevage d'insectes. Ouais, c'est ça. J'ai fait le pari au départ. J'avais encore 6-7 mois de chômage. D'accord. Donc je me suis dit, je vais me mettre à fond et ça passe ou ça casse, quoi. Au pire, ça aurait pas fonctionné. Bon, j'aurais pris un boulot à côté, j'aurais essayé de naviguer les deux, on aurait vu, quoi. Et alors, du coup, ça passe ou ça casse, mais c'est passé. C'est passé, tout juste. Mais C'est passé tout juste, mais c'est passé. Ouais. Là, maintenant, je gère beaucoup mieux. Ouais. Mais en 3 ans, je comprends pourquoi il y a pas mal d'entreprises qui ferment au bout de 3 ans, quoi. Ah bah ça, c'est dur. Ouais. C'est vrai. Entreprendre en France, c'est dur. Dans les animaux, encore plus dur. Ouais. Mais alors, dans les insectes, il n'y a pas grand monde. Hein. Non, on n'est pas nombreux. Après, c'est aussi la chance que j'ai eue, quoi. Mais dans le milieu des menthes, on est vraiment, ça se compte sur le doigt de la main des éleveurs de menthes. Dans le Mantibule, ouais, comme le nom l'indique, c'est spécialisé menthe. Oui. Tu fais quoi en tout chez Mantibule ? Me cite pas toutes les espèces de menthe, mais genre, non. Je sais que tu fais un petit peu d'autres choses. Bon, alors, c'est environ 30-35 espèces de menthes actuellement. Ok. Une quarantaine d'isopodes, donc les Ok. cloportes tropicaux. Ouais. Un petit peu de myriapodes, donc les mille pattes. Les hules, les mille pattes, tout ça. 6-7 espèces. J'en ai repris il n'y a pas longtemps, donc je sais plus trop. Pas mal d'espèces de criquets. 5-6 espèces de criquets. Quelques espèces de phases, une dizaine. Du coup, tu fais de la repro de criquets. Ouais. Mais tu sais que j'arrive pas à le faire, moi. Ça dépend lesquels. Moi, j'ai des criquets pèlerins et criquets migrateurs. C'est galère. C'est galère. Oui. Je suis pas fou alors, c'est vraiment galère. Parce qu'en fait, moi, les insectes nourriciers, j'en consomme une quantité astronomique pour ma salle tropicale. T'as vu tous les lézards là ? Oui, faut les nourrir. Hein. Il y a beaucoup de bouches à nourrir. Et pendant un moment, je me suis dit, putain, ça serait bien quand même que j'arrive à faire des repros. Pour les blattes, ça cartonne. J'ai des tas de repros de blattes. C'est pas étonnant. Par contre, bordel. On discutera des criquets après. Si tu veux. D'accord. Il y a des astuces. J'ai déjà réussi. Je vais pas continuer parce que j'en ai pas forcément l'utilité. Moi, les blattes, ça marche très bien. Ouais. Mais j'ai déjà réussi à faire du criquet, c'est faisable. Surtout que tu as des incubateurs. Ça peut être le secret. L'incubateur sur les zootechs, ça marche bien. D'accord, ok. Alors du coup, on en était au criquet ensuite. Au criquet, on a fait le tour. Quelques espèces d'arachnides. Depuis peu. Ouais. Je dois avoir 5 ou 6 espèces actuellement. Je suis arrivé un petit peu en retard aujourd'hui au podcast parce que ce matin j'ai eu une éclosion de Viridassus et j'ai séparé une 50aine de bébés, donc ça m'a pris. Donc Viridassus, c'est quoi ? C'est une araignée qui vient de Madagascar et d'Afrique, on va dire Afrique du Sud globalement. D'accord, et t'arrives à reproduire toi Ouais, alors je vais pas faire le malin à dire oui, j'arrive à reproduire, c'est la première fois que j'en fais. Professional. Ouais, voilà. Donc c'est un cycle qui est très long, donc je les ai eus à peu près il y a 1 an et demi, et donc là tu vois, les bébés viennent de sortir. Ok. Donc je suis content. Franchement, jusqu'à ce matin, tous les jours, je me disais, ça a l'air bien flingué comme truc. Ouais. Ça a l'air bien loupé. Faut y croire puis, jusqu'au bout. c'est sorti. C'est toujours avec les insectes, ça c'est clair. Faut jamais lâcher. C'est comme moi avec les gonocéphalus. Je lâche pas et je lâcherai pas. Il faut. Ok, un peu d'araignée et voilà. On a peut-être fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Phase menant. Un petit peu, si, j'ai quelques espèces de phases. Quelques espèces une dizaine. De phases. Ouais, les phases c'est pas forcément mon truc. Je pense que on peut mettre de côté mes espèces préférées qui sont les prédateurs. Je pense que ça a vraiment aucun rapport. J'ai
une petite attirance pour les criquets, je ne sais pas trop pourquoi. Ça me fait marrer, je trouve qu'ils ont des formes de fous, Ma femme les c'est sympa à élever. déteste. Elle les déteste, ma femme les déteste. Genre, elle manipule des serpents, ce que tu veux, mais jamais elle prend un criquet dans ses mains. Je sais pas pourquoi. Elle trouve ça horrible. Ouais, bah, je peux comprendre ça. Les grandes pattes qui viennent t'attraper, qui essayent de sauter, qui Moi, volent j'aime un bien. peu et tout. Moi, j'aime bien. Pourquoi pas? Chacun Ok. son truc. Bon, écoute, ce que je te propose, on va faire une petite pause. Ouais. On va laisser un peu de pub à ces gens. Et après ça, tu vas nous expliquer le quotidien d'un élevage d'insectes de l'envergure du tien. Avec plaisir. Ça marche? Allez, à tout de suite les gens. À tout de suite. Loma Wild est une équipe qui travaille à mettre en avant la terrariophilie française. Depuis le début, nous avons réalisé un travail audiovisuel à travers tous nos contenus. Nous avons bâti la salle tropicale et mettons tous nos efforts à votre disposition, à vous, terrariophiles, pour vous créer un contenu de qualité et pour vivre la terrario auprès de vous. À 100% autofinancé, vous imaginez bien que les frais sont conséquents et que ce n'est pas notre principale activité. Aussi, un coup de main de votre part serait le bienvenu. C'est facile, allez voir dans la description le lien Tipeee et en plus il y a des récompenses à gagner. On compte sur vous. Et bonjour tout le monde, bonjour Florian, ça va toujours? Bah, ça va toujours. Tu pètes la forme? Très chaud. Et alors Florian, il est incroyable, il boit pas de café. Il vient chez Loma Wild, ici on s'enchaîne du café toute la soirée et il boit de l'eau. Ouais. De l'eau. Oui. Tu as oublié de nous parler d'un truc juste avant la pause. Je lance le sujet, parlons coléoptères. Ouais, Coléo. Ouais, très cool. Mon histoire auprès des Coléos, elle est très drôle parce que en fait, il y a ça 4-5 ans, je croise quelqu'un qui vient à la maison pour des menthes et il me dit: tu fais pas de coléoptères? Je dis non, je vois pas l'intérêt de mettre des larves je comprends pas. Et il me fait: écoute, je vais te ramener un mâle Messinorina que j'ai en rab, donc les gros scarabées africains. Ouais. J'ai un mâle qui est sorti, il a pas de femelle, je te le donne. Je l'ai pris, j'ai fait: oh, c'est incroyable. C'est des bijoux vivants animés. C'est incroyable. Alors, c'est pas... Moi, personnellement, si je ne devais faire que du coléoptère, je pense que je serais triste. Parce que c'est vrai il faut beaucoup de patience, qui n'est pas ma plus grande qualité. Ouais. Nous, on s'était lancé dans un projet. Alors, tu sais qu'on bosse avec un entomo chez nous, un éleveur d'insectes, si tu préfères, d'invertébrés, Ouais. qui s'appelle TD, avec qui on a Mhm. déjà tourné du podcast. Et TD, donc c'est lui qui s'occupe des insectes de la salle tropicale. Et il voulait se lancer dans un projet coléoptère. Lui, il fait de la cétoine et tout ça, tous ceux qui sont simples. Mais il voulait Ouais. se lancer dans les dynastercules. Oui. Donc, un énorme coléoptère avec une méga je vois. corne et tout. Ouais, mais les gens, peut-être qu'ils voient pas. Ouais. Donc, un Taper dans énorme Google, c'est machin incroyable. hyper classe. Et en fait, alors j'ai plus les données en tête. Il me semble qu'il y a 2 ans, la larve dans la terre. Hmm. C'est tout. Tu mets le truc dans la terre, t'attends 2 ans, et ça vit quelques mois. Oui. Je me trompe peut-être sur les dates, sur les chiffres. Hein. Oui. Allez, Disons- vas-y, dis-moi les bons chiffres. C'est un petit peu exagéré. Alors, encore une fois, je me dédouane de tout ce que je peux dire puisque je suis absolument pas un spécialiste en dynastie. C'est quand même quelque chose d'assez pointu. Ouais. C'est un petit peu moins évident que ça parce que tu as des notions de substrat. Alors, le substrat, c'est un substrat particulier, ça n'a aucun rapport avec les cétoines. Donc, c'est du substrat à base de bois fermenté, Ok. ce qu'on appelle du flexol. Bon, c'est un truc très technique. Et les champions dans ce domaine sont les Asiatiques, avec en premier ex-aequo, on va dire Taïwan et le Japon. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils développent du substrat spécial qu'on appelle du kinshi. Donc, c'est un bois qui est colonisé par un champignon. Et donc ça permet d'avoir des larves encore plus belles, etc. Il faut que tu gères ton humidité, parce que si tu gères pas bien l'humidité, ta larve, elle peut avoir des soucis. Et surtout, il faut une température constante. Et ça, c'est compliqué, parce qu'un écart de température peut faire déclencher la nymphose, donc la transformation en scarabée. Et donc après, il y a toujours une différence entre l'amateur qui a envie juste de faire le cycle et d'avoir le scarabée, et celui qui veut un très grand scarabée. Parce que chez les dynastes, on a les majors et les minors. C'est-à-dire que celui que tu as vu avec son énorme corne qui est magnifique, c'est un major. Ouais. Pour avoir un major, ça peut être beaucoup plus long. D'accord. Parce que sinon, s'il n'y a pas assez de protéines dans la nourriture ou qu'il y a un développement trop rapide, tu vas avoir un minor, c'est-à-dire une corne toute petite, voire inexistante. Il sera raccourci. D'accord. C'est ça. Et après, donc ça, c'est dans le cas où on va mettre ça dans un élevage, on va dire, contrôlé. Sinon, il y a l'élevage sur bûche. Alors ça, c'est absolument fascinant. Par contre, il faut s'accrocher parce que l'élevage sur bûche, on fait un trou dans une bûche
qui est abîmé par le temps, on met la larve dedans, on referme la bûche, et à dans 4 ans. D'accord. 4 ans. Si la larve elle meurt à l'intérieur, bah soit vous avez Tu le sauras jamais. bah ouais, il faut y aller en faisant des alors je sais plus, c'est pas des radios, mais dans ce style-là pour regarder s'il y a la larve dedans, et encore c'est même pas sûr de pouvoir le voir. Donc tu vois, l'univers des dynastes, c'est un univers qui est encore à part des scarabées. T'as aussi les lucanes avec leurs très grandes mandibules qui sont magnifiques. Lucane, j'en ai vu en vrai, en France, sauvage. Il y en a chez nous, dans notre pays. Moi, c'était en Alsace. C'est énorme, hein, les mâles, C'est ils sont beau. vraiment big, avec deux énormes mandibules en fait. Ouais, la J'ai failli dire cerf-volant. mantibules avec tes conneries. C'est ça. C'est le but du jeu de mots. Deux énormes mantibules. Et donc du coup, ça, c'est quand même des élevages qui sont très techniques. Tu vois, moi, je commence seulement à envisager de le faire. J'ai fait une petite espèce de lucane. C'était pas si mauvais, mais pas assez bien pour avoir de la reproduction. Donc, à tester prochainement à l'occasion. D'accord. J'aimerais bien faire une espèce qui s'appelle Phalanocratus mulleri, qui est la lucarne arc-en-ciel. Celle-ci est très belle parce qu'elle a des reflets irisés, violets ou verts en fonction de la souche. La lucane arc-en-ciel. Ouais. Allez taper sur Google Images lucane arc-en-ciel. Ouais, c'est très joli. Ça marche. Ok, donc tu fais aussi du coléoptère. Ouais, voilà. En vente chez Mantibule ? Pas beaucoup. Encore. Pas beaucoup parce qu'en fait, alors il y a deux trucs. C'est que déjà, j'ai essayé plein d'espèces et il y a des espèces qui m'intéressent pas. Bon, tout ce qui est vraiment toute petite, type Chlorocala, ça s'élève relativement facilement. Ça fait la taille d'un ongle à peu près. Bon, ça m'ennuie un peu. C'est pas assez vif, c'est pas trop mon truc. Donc je vais pas. Ok. Je vais pas faire perdurer ça. Moi, le but, c'est de faire que des espèces que je kiffe. Et donc, il y a pas mal de cétoines fleurs, notamment les Messinorina. Alors là, je me suis mis à fond dedans. Messinorina, pour tout te dire, là, j'ai une 40aine de larves à mettre en vente. Mais je pense qu'il y a une partie de moi qui a pas envie de les vendre. Et donc, du coup, je repousse la date. Mais là, il faut que je les mette en vente, tu vois, dans les semaines qui arrivent. Donc, ça va arriver. Savoir que, tu vois, là, il y a des larves de Messinorina. Bah, je les ai eues il y a 1 an et demi, 2 ans. D'accord. Quand t'as des bébés, t'as pas envie de les refourguer. Mais bon, au bout d'un moment, tu peux pas élever non plus 200 larves. Ouais, c'est sûr. Ok. Donc, à terme, oui, sur le site. Les coléoptères, c'est pas des prédateurs ? Non. Toi, tu m'as dit que tu étais très très fan des prédateurs Ouais. de manière exclusive, on va dire. Ouais. C'est ton truc. Je pensais à des prédateurs. Tu fais de la réduve ? Oui, j'ai des réduves. J'ai 4 espèces qui sont les plus communes. Tu sais que c'est de la saloperie. Moi, je veux pas en faire. Je veux pas de ça chez moi parce que ça se barre, je serais en panique. Ouais, paraît-il, je sais pas. Il y a plein de retours. Bon, si ça pique, ça fait très mal. Parce qu'il paraît, c'est douloureux, un truc de dingue. Apparemment, ça fait très mal. Ouais. Mais moi, je sais pas, je le vois pas. L'élevage, c'est pas du tout une bestiole qui est agressive. Je pense que les cas de piqûres, c'est quand tu les attrapes. Bon, faut éviter de les choper, quoi. Donc les réduves, c'est la famille des punaises. Ouais. Ces espèces Les de grosses punaises assassines, exactement, qui sont des sacrés prédateurs. Ouais, ça chasse très bien. C'est assez impressionnant à regarder. Et comme on vient de le dire, la piqûre est affreusement douloureuse. Du coup, pour cette deuxième partie, moi, je veux que tu dises à tout le monde ce que c'est ta terrariophilie à toi, c'est-à-dire comment tu as construit ton élevage, ça consiste à quoi de faire ton élevage ? Raconte-nous un peu tout ça, comment ça se passe, c'est quoi le boulot que tu as, les installs que tu as ? Raconte-nous Alors, si on peut on peut-être commencer par les installations. Globalement, les installations, c'est des étagères remplies de boîtes. C'est un peu ça l'idée. Beaucoup de boîtes en plastique pour le côté empilable, facilement nettoyable, etc. Il y a très peu de terrarium, à part pour les espèces qui vont, on va dire, s'installer en colonie. Alors, moi, les phasmes, je les élève en colonie. Je m'amuse pas à trier les œufs parce que c'est un boulot de fou. J'ai énormément de respect avec les éleveurs de phasmes parce que c'est un boulot de fou furieux. Moi, j'ai décidé de faire que quelques espèces où je les laisse vivre leur vie. Si j'en ai trop, j'en vends. Tu vois, c'est plus pour le kiff. Okay. Donc ceux-là sont dans des grands terrariums en verre, un peu plus sympas, on va dire en déco et tout ça, quoi. Sinon, les menthes, elles vont avoir chacune leur boîte individuelle quand elles restent à l'élevage, on va dire, pour de la reproduction. Et donc, du coup, tu as toute une partie de boîtes qui font à peu près 20 par 20 ou 30 par 30. Ok. Avec, dans chacune des boîtes, de quoi grimper en fonction de l'espèce. Des fois, je fais des trucs, alors c'est absolument pas beau, mais je ponce les boîtes, ça permet de mieux grimper. Donc tu vois, il y a des petites astuces comme ça qui vraiment font partie de l'élevage. Pour créer des aspérités, c'est ça ? Voilà, créer des aspérités, leur permettre de grimper, leur faciliter la vie, quoi. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est mettre des plantes. Le terrarium naturel, c'est toujours été un truc que je kiffais bien. Donc chacune des bestioles a une plante.
C'est bien ça. Voilà, qui prend la plupart du temps tout le terrarium au bout d'un moment. Parce qu'on Donc, tu vois, je s'imagine pas taille. trop ça en général chez les éleveurs d'invertébrés. Cet attrait un peu. Je Bah, vais pas tu dire. vois, Ouais, tu peux terrarium t'éclater. planté, quoi. Tu peux t'éclater. C'est vrai qu'il y a des bestioles sur lesquelles c'est un peu moins sympa. La menthe, tu peux faire ce que tu veux. Parce que moi, j'ai une question qui revient souvent, c'est est-ce que le terrarium va pas être trop grand pour la menthe parce qu'elle va pas réussir à chasser? Bon, les menthes, elles sont pas trop bêtes. Donc quand elles ont capté qu'on pouvait leur donner à manger à la pince, elles ont capté que la pince c'était cool. Donc la première fois, peut-être qu'elle va se dire c'est quoi ce truc? Mais en même temps, tiens, il y a une espèce de truc qui bouge au bout, elles vont bouffer une première fois, après c'est bon, on peut donner à la pince. Donc à partir du moment où on peut donner à la pince, on peut faire le terrarium qu'on veut, de la taille qu'on veut, on peut mettre des plantes, on peut faire tout ce qu'on veut, quoi. Ouais. On peut même envisager de faire un très beau terrarium et d'ajouter une menthe pour le fun. Mais faire un terrarium pour les plantes avant tout, quoi. Juste pour la déco, quoi. Ouais, Le c'est ça. terrascaping. Ok. C'est ça. D'accord. Et donc du coup, ça c'est mes installations. Après, tu vas avoir une partie qui est là un petit peu plus brute de décoffrage, qui est la croissance de tous les bébés. Donc ils sont en caisse plastique individualisée. Ok. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas de substrat. Pourquoi? C'est pour nettoyer plus facilement. Parce que si tu mets du substrat, c'est impossible, t'en mets partout. Enfin, c'est T'as pas ingérable. fini, c'est clair. Ouais. Tu mets Surtout, quoi? c'est pas forcément nécessaire. Tu mets un sopalin ou vraiment à même Rien. le plastique? Ok. Ouais. Et en fait, mes boîtes, elles sont un peu spéciales parce qu'elles ont une espèce de petit filet autour, qui à la base, ça ne sert pas du tout à ça. C'est un truc pour faire du crépi. C'est de la fibre de verre. Et donc, du coup, moi, je mets ça. Ça leur permet de s'agripper dans n'importe quelle position, de se mettre comme elles veulent. Puis ça se nettoie assez facilement, quoi. Ok. D'accord. C'est ça. Donc après, c'est pareil. En fonction de leur taille, elles vont d'abord être ensemble dans des boîtes de 20 par 20 ou 30 par 30, puis passer dans des boîtes individuelles, puis passer dans des plus grandes boîtes, jusqu'à aller dans leur terrarium où elles passeront le restant de leur vie, quoi. D'accord, ok. Donc il y a la partie, t'as les adultes, terrarium, machin, Ouais. et t'as la partie du coup gestion des petits, Ouais. qui là c'est du grand nombre, et t'as plein d'installs avec des boîtes en plastique, c'est ça, Ouais. et tu suis leur avancée jusqu'à leur taille adulte en fait. Oui, On va dire ça fonction. comme ça. Voilà, il y a toujours une majorité de parties qui partira à la vente. C'est ça, ouais. Et puis, je me garde toujours quelques individus à part, etc. Tu fais des envois? Oui, Donc France Express? non. Non, j'aurais peut-être pas dû le dire. Je sais pas, on peut le dire, de toute façon, c'est pas caché. C'est qu'aujourd'hui, on a une problématique. C'est que, effectivement, pour envoyer de l'animal vivant, faut du France Express. C'est pas forcément un service de qualité. Parce qu'aujourd'hui, faut pas se mentir, France Express, ce qu'ils aiment, c'est les gros. Donc quand t'es un petit et que tu veux travailler avec France Express, franchement, ils en ont pas grand-chose à faire de toi. Et donc tes colis, typiquement, si tu veux travailler avec France Express à Noël, t'inquiète pas que Amazon va passer avant toi. Donc c'est même plus dangereux par moment que d'autres transporteurs. Donc aujourd'hui, on a une chance, c'est que les insectes, ils sont extrêmement résistants au transport. Quand tu les mets dans des boîtes adaptées, avec des accroches de tous les côtés, tu peux secouer le colis dans tous les sens, ça se passe bien. Effectivement, tu as une petite partie de perte, ça arrive. Ça doit être aux alentours de 3 à 5% à peu près. Et donc moi, le deal un peu quand tu passes commande chez Mantibule, c'est de te dire que évidemment, on va expédier un animal, donc il y a un risque. Mais moi, le but, c'est que tu sois satisfait. Parce que j'ai aucun intérêt à ce que les gens soient déçus, surtout si c'est pour les dégoûter de la passion, alors là, c'est encore pire. C'est clair. Bah voilà, donc l'idée c'est que si tu passes commande et que ton animal arrive en mauvais état, moi je te remets un avoir pour que tu puisses reprendre l'animal. Et généralement, j'appelle les gens, on gère entre nous, on voit, ok, alors, moi le problème c'est les frais de port, parce qu'évidemment si je rembourse des frais de port, là ça commence à devenir un trou. T'es à perte, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis que le deal, ça soit, bon, je comprends qu'il faille repayer des frais de port, et là, ça m'embête vraiment. Mais si tu veux, au lieu d'avoir une menthe, si ça t'intéresse, je vais te donner une autre menthe d'une autre espèce, on va prendre un couple, je peux te donner une plante. Et voilà, on fait des gestes commerciaux, on fait ça. Après, avec du local, avec des clients locaux, Ouais. Je présume qu'ils peuvent venir chercher sur place. Ouais, on vient sur place, chercher soit en click and collect, soit on me passe un coup de fil et j'essaye de me prendre une petite demi-heure, et puis on fait le tour de l'élevage, on discute, on s'éclate. D'accord, ok. Donc pour l'instant, ton modèle économique, entre guillemets, c'est un site internet, e-commerce, e-shop, Ouais. Et tu fais les bourses, c'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais. J'essaye de faire le maximum de salons. D'accord. Même s'il y en a qui sont un peu éloignés, donc j'avoue que c'est un peu chiant. Il faudrait une logistique différente. Tu vas jusque où? Pour l'instant, jusqu'à Paris. Ok, bah c'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà pas mal. On Alors fait du coup, ouais. 3 heures de route. C'est un bon compromis avec les bestioles parce que c'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Il faut qu'on aménage un fourgon qu'on puisse chauffer. Et là, on pourra faire ce qu'on veut. D'accord.
Ouais, bah oui, chauffer, c'est important. Alors du coup, t'expliquais un peu ton infrastructure. Je sais pas, Ouais. ça prend beaucoup de place, il y a une grande surface. Bah, alors moi j'ai un local de 170 mètres carrés et en fait c'est une vieille grange. 170 mètres Ouais, carrés, mais quand attention, même. c'est pas que pour les insectes. Ah, Ouais, d'accord. il fait 170 mètres carrés et c'est une vieille grange vraiment. C'est très roots. Ils doivent refaire la toiture l'année prochaine parce que là c'est un peu costaud. Ok. Mais tu vois, et dedans j'ai aménagé deux grands garages en fait qui font à peu près 20 mètres carrés chacun, Ok. isolés, dans lequel j'élève les bêtes. Et ça me permet aussi moi d'avoir un espace de stockage pour pouvoir rentrer des palettes de boîtes plastiques spécialisées, du matériel, etc. Avoir un peu de place pour travailler aussi. Parce que du coup, je fabrique tout mon substrat. Pour pouvoir élever les isopodes, élever les coléoptères, il faut faire du substrat. Donc c'est un substrat spécifique Ouais. ou Voilà. plutôt générique ou. Ça dépend des bestioles. En fait, tu vas pouvoir distinguer deux substrats. Les isopodes et les yules vont plutôt bouffer du bois mort. Donc tu vas faire vraiment un substrat à base de bois mort. Et après, tu vas venir ajouter de la feuille pour éviter d'avoir un truc qui soit trop une brique, quoi. Pour les coléoptères et les cétoines, là, c'est maximum de feuilles. Donc je broie de la feuille et je vends un petit peu de ce substrat. C'est pas forcément mon activité principale de vendre du substrat, mais moi, c'est en tout cas ce qui me permet d'élever mes bêtes, quoi. D'accord. Ok, ok. Alors le quotidien, Ouais. c'est quoi le travail avec les insectes? Qu'est-ce que tu dois faire dans ton élevage? C'est compliqué de décrire le quotidien de Mantibule parce que si tu veux, il n'y a jamais une semaine qui se ressemble. C'est Ah ouais. impossible. Non, Bon, c'est jamais. pas mal quelque Ouais, part. c'est pas mal. Même si maintenant, je tends quand même à essayer de me faire des routines parce que j'ai tendance à me disperser et faire tout en la fois. Et des fois, tu te retrouves, tu fais ah bon, il est 20h30. Ouais, peut-être faut que j'arrête parce que je suis là depuis 6h du mat. Faut passer à autre chose, quoi, tu vois. Donc, en gros, le quotidien, c'est si tu veux, par exemple, si on prend chaque jour, le lundi, je fais le point parce que le dimanche, j'y vais pas. C'est un peu la limite que je me donne, tu vois. Ok. J'y vais pas le dimanche et une journée sans moi, tout se passe bien. Donc le lundi, je fais un peu le point sur tout. On remet de la bouffe aux petites. On va brumiser, mettre de l'eau à tout le monde. Faire un point aussi sur les commandes. Regarder, est-ce que je suis bon? Est-ce que j'ai besoin de... Je manufacture un peu mes boîtes en plastique. J'ai une machine laser qui coupe les couvercles, etc. Je fais des petites gravures, mantibules, tout ça. C'est cool. Ouais, c'est ça. C'est hyper cool. Ouais, je m'amuse, mais c'est un petit peu de préparation en amont. Donc si tu veux, des fois, je suis un peu juste en stock. Donc je m'amuse à faire ça le lundi aussi. Le mardi, c'est les colis. Donc là, c'est bête et méchant. J'arrive à 6-7 heures du mat et je fais des colis jusqu'à 16 heures parce que après 16 heures, il n'y a plus. D'accord. C'est l'heure limite. Et puis après, en fait, le restant de la semaine, bah, je vais le morceler entre les moments où je fais mon nourrissage routinier, celui de toutes les semaines. Donc 2-3 fois par semaine, je remets aux phases quand il y a besoin. 2-3 fois par semaine aux coléoptères. Je mets des bananes, je mets des petites beetle jelly qui nourrissent les coléoptères adultes. Je fais mon petit truc un peu tous les jours, voir où ça en est. 2 fois par semaine, je nourris tous les isopodes. Une fois par semaine, par exemple, je balance vite fait de la bouffe, je regarde pas trop ce qui se passe. Et la deuxième fois, je check tout le monde, humidité, est-ce qu'il y a des bébés, est-ce que ça va bien et tout ça. Ok. Puis après, les menthes, en fait, c'est vraiment un domaine complètement à part parce que si tu veux, tu vas avoir des périodes où tu n'en occupes quasiment pas. Une femelle adulte fécondée, elle commence à vieillir. Bon, bah, tu lui claques une blatte par semaine. Voilà, t'es tranquille, quoi. Une petite brumisation tous les 2 jours. Et roule ma poule. Voilà, roule. Ok. Par contre, cette femelle, quand elle va pondre et que les bébés vont sortir et qu'il va falloir gérer les bébés, là, ça te prend beaucoup plus de temps. Donc, tu vois, il faut vraiment gérer les semaines à la fois. Là, il y a eu les naissances d'araignées. Il a fallu séparer les araignées. Voilà, chaque semaine est un peu différente. Et, D'accord. Au niveau des commandes, ouais. ça commande bien en France? Bah oui. Ouais. Assez pour moi, en tout cas. Il y a une petite mode de l'entomo qui naît ces dernières années. Je trouve que ça monte. J'en vois de plus en plus. Ouais, on en voit de plus en plus. Il y a un engouement autour des insectes. Ben, en fait, c'est simple aussi. La loi commence à tellement resserrer la vis à la terrariophilie pour les reptiles. Je pense que l'entomo, qui passe encore à travers le filet, enfin l'entomo, je veux dire, l'élevage d'invertébrés, il va m'attaquer après. Non, mais c'est pas moi, c'est les gens qui te regardent. moi, je m'en fous des mots. Je suis pas à cheval sur les mots. L'élevage d'invertébrés en terrariophilie passe encore à travers le filet et c'est encore assez souple, c'est très très libre. Mais je suis pas sûr que ça soit ça, hein, vraiment. Ouais. Parce que tu sais, je pense que la plupart, nous, on est conscient de toutes ces notions de législation. Je pense que vraiment la personne qui débute ou qui est pas vraiment au courant, je pense qu'elle le sait même pas et elle s'en fout complètement. Moi, j'ai vraiment beaucoup de gens. T'as vraiment 2 profils. Souvent, c'est
le gamin, comme j'aime l'appeler, qui a entre 7 et 12 ans, qui Ok. va en vacances dans le sud, qui chope une menthe. Maman elle lui dit bon, tu vas la relâcher parce qu'on va pas la ramener à la maison. Et après, ça le travaille. Et lui, il arrive, il en connaît autant que moi. Parce que vidéo YouTube, parce que tuto, parce que truc, il potasse ça pendant des heures. Et ultra passionné. Puis après, tu as d'autres personnes, par exemple, qui ont un élevage de phasmes dans la classe. Donc, on fait les phasmes, mais en même temps, quand on est gamin, oh, bah, ils sont sympas les phasmes, c'est cool. Hop, ça fait des bébés. Oh, ça fait 1 an qu'on est là, c'est des bâtons. Je dois toujours leur redonner à manger. Bon, ça commence à m'ennuyer. Bon, bah, je vais regarder sur les insectes. Tiens, les menthes, c'est rigolo ça. Tiens, c'est pas pareil. Et hop, ça teste et ça fait autre chose. D'accord. Donc, tu vois, je pense que on a un parallèle génial entre le monde du reptile et le monde de l'insecte parce que bah, on a la terrariophilie en commun. C'est globalement la même chose. C'est ça. Mais On c'est est pas tous forcément- terrariophiles. Ouais, c'est clair. Mais c'est pas forcément le même public. Ouais. Et après, on a une mode en ce moment qui est géniale, qui est... On commence à être de plus en plus attentif au monde qui nous entoure, à la nature, à faire attention aux insectes, tout ça. Et ce qui est fou avec ça, c'est qu'à partir du moment où on a un phasme à la maison, où on a une menthe, bah en fait, quand on va aller se promener en forêt et qu'on va voir une bestiole passer sur le chemin, bah on va la regarder. Enfin, mais c'est quoi ça? Bah, tiens, c'est marrant ça. Eh, c'est Ah, stylé. c'est stylé, c'est rigolo, tiens, Ouais. qu'est-ce que c'est? Ah bah tiens, ça doit être un coléoptère. Alors qu'en fait, avant, on s'en fout. Et moi, le premier, quand je faisais que du reptile et que les insectes, j'étais pas initié, bon, c'est vrai que si, je regardais, c'était sympa, mais m'en fous. Là, aujourd'hui, je vais en forêt, c'est un truc de fou, quoi. Mon premier animal de terrarium, c'était un invertébré. C'était une Déroplatis dessicata. Je lui avais donné un nom, c'était un mâle, il s'appelait Diabolo. Et j'ai commencé comme ça. Je pense qu'il y a aussi un public qui, à terme, finira dans les reptiles, mais qui, au départ, commence avec ce qu'il y a de plus simple. Et on se dit invertébré. Je m'étais acheté un petit terrarium 20-20-30 avec Ouais. une grille au-dessus. Et j'avais foutu une Déroplatis là-dedans. Et j'ai fait grandir jusqu'à l'âge adulte. Donc, c'est très cool. Mais le parallèle va dans les deux sens. Moi, je me souviens d'un monsieur à Béthune qui passe avec sa famille. Et donc là, la famille terrariophile, de base, quoi. Ouais, Tu vois, ouais. le père qui est passionné, la mère aussi. Ah, les gens deux vénèrent à gosses. fond dedans. Ah ok. ouais, à fond dedans. Donc il passe devant le stand, et le mec me regarde, me dit ah non, mais nous on en a trop. Donc il dit bon, c'est cool, on regarde, mais pas de menthe, quoi. Il fait le tour de la bourse, il revient. Bon, bah on va quand même en prendre une parce que c'est pour le gamin. C'est pour le gamin. Puis un Ouais. mois plus tard, salut Florian, bon, on s'est croisé à la bourse de Béthune. Bah, je suis à fond dedans. Donc j'aimerais te prendre une nouvelle espèce, qu'est-ce que tu me conseilles, machin. Puis maintenant, je pense qu'il doit y avoir une dizaine d'espèces de menthe. Alors que c'est quelqu'un qui fait du serpent, du lézard et tout. En fait, c'est parce que ça me fait cet effet-là aussi un petit peu, parce que TD qui s'occupe des invertébrés, c'est une autre terrariophilie. Ouais, c'est. Et ça renouvelle. Les lézards, moi je fais beaucoup d'agame arboricole, t'as vu, les gonocéphalus, tout ça. Bon, je vais pas dire j'ai fait le tour, je fais jamais le tour, je découvre tous les jours des nouvelles choses, mais Bien sûr. les invertébrés, ça amène quelque chose de nouveau, qui n'a rien à voir, c'est une autre terrariophilie, et ça amène de la diversité. Je sais pas, c'est vrai Ouais, que c'est ça. c'est agréable, ça n'a rien à voir. Bah, C'est super cool. Tes gonos, tu les as, c'est tes bébés, tu vas les avoir pendant des années. Ouais. Là, Une l'insecte, décennie, ça a je veux dire, une vie très courte. ouais, ça a vraiment une gestion différente, un goût différent, si tu veux, parce que ton insecte, tu vas pas l'avoir longtemps, tu vas l'observer, tu vas voir les différents stades. Et puis après, bon, bah, au bout d'1 an et demi, 2 ans, C'est de la terrariophilie pour impatients aussi. Hein. pour certaines espèces, c'est Pour patient. les espèces de base, Pour même les menthes, impatient hein. ou pas patient, tout est relatif, quoi. Moi, j'ai des espèces de menthes, là, actuellement, ça Ouais. s'appelle les Parablepharis. Des menthes ça fait pas très longtemps qu'on les a dans le milieu. C'est quoi comme menthe en nom vernaculaire? Il y en a pas. Il n'y en a pas, d'accord. Les Américains appellent ça la menthe Dark Vador. Autant te dire qu'en France, c'est pas comme ça. Ok. Donc, le problème des menthes, c'est que les Français sont pas fait chier. Ça ressemble à une feuille, c'est une menthe-feuille. ok. Voilà, hop là, il y a 40 espèces qui s'appellent des menthes-feuilles. quoi, si tu J'avoue, veux. c'est vrai. Donc là, la Parablepharis, c'est une menthe qui ressemble un peu à une feuille, mais quand même une tronche un peu particulière parce qu'elle a une petite corne, tout ça. Donc elle a un peu une espèce de masse de Dark Vador. C'est pour ça qu'ils les appellent comme ça. D'accord. Et ça, mais Stylé. je discute avec un pote il y a pas longtemps, mais on se prend la tête, quoi. Là, j'ai des femelles, ça fait 7 mois qu'elles sont subadultes. Elles ne muent pas. Et ça peut te mettre 1 an pour muer. Et ça vit une plombe, quoi. C'est original parce que en général, les menthes, ça vit pas longtemps. Les mâles, 1 an grand maximum, tu vois. Ouais, voilà. Après, ça dépend encore des espèces. Des Déroplatis, t'en as qui peuvent vivre 1 an et demi, 2 ans Ouais. en dessicata. Ouais, les femelles. Les mâles aussi. D'accord.
T'as Ok. certains Et j'en individus- apprends tous les jours. Tu vois, j'apprends des choses. À chaque podcast, hein, Ben, tu peux l'affirmer. À chaque podcast, les invités m'apprennent des choses. C'est vraiment trop Ouais, bien. c'est cool. Je te jure que l'homme à Wild, pour ça, c'est trop bien. Bah, je te comprends. Même toi, tu finiras par réécouter ton podcast, tu verras. Et tu vas te dire, ah oui, c'est vrai, c'est pas mal. C'est des bonnes expériences. Ouais, Ok. carrément. Alors du coup, le quotidien de ton élevage, c'est en fait chaque jour des choses différentes. Tu te Ouais. missionnes. Ouais. Toutes les tâches de voilà, là, il y a la partie gestion du site, il y a Ouais. la partie gestion des colis, il y a la partie Ouais. il faut brumiser, nourrir et en fait faire évoluer tes insectes de terra en terra, de boîte en boîte selon les tailles et les machins. Ouais, c'est ça. Donc en fait tu t'ennuies jamais, il y a toujours quelque chose. Ah bah non, c'est impossible de s'ennuyer. Mais tu vois, c'est marrant parce que dans les différentes activités que tu viens de décrire, tu as décrit s'occuper du site. Moi, j'en ai pas parlé. Parce que c'est évident. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est ça. Parce que tu vois, moi, comme je t'ai dit, je suis un ermite. Donc je pourrais vivre dans ma grotte sans problème. Avec tes Et insectes. c'est ça. Alors que tu vois, il y a un côté paradoxal parce que j'aime en parler. Là, on en parle, c'est un plaisir. Et j'aime Ça se ressent. quand j'ai des enfants qui viennent et qui commencent à se passionner. Moi, c'est vraiment l'essence du bonheur de ce job, quoi. Et mais à côté de ça, autant toute la partie, tu vois, site web au départ, créer le site web et tout, ça me rendait dingue parce que c'est un truc que je connaissais pas. Donc Ok. vraiment, j'ai appris et c'était trop cool. Et en fait, faire du contenu, c'est compliqué pour moi. Et donc là, j'ai testé plein de façons différentes. Et là, en ce moment, je fais des petites vidéos à l'arrache sur Instagram que je reposte un peu sur J'ai vu TikTok, passer. tout ça. Tu commences à faire un petit peu de contenu sur les réseaux. Ouais, J'ai vu. j'essaye et je kiffe bien parce que c'est vraiment spontané. Je suis en mode, bon, la prise elle est pas bonne, j'ai bafouillé, tant pis. Allez, c'est bon, c'est comme ça. Et donc ça, tu vois, c'est le gros truc qui pas forcément ma grande passion. Parce que quand tu dois faire des fiches produits et expliquer aux gens, bah, c'est hyper important. Parce que c'est ce qui va leur donner envie de prendre telle bestiole, puis ça va leur permettre aussi de voir comment gérer la bestiole. Somme toute, en fait, c'est de la vulgarisation. Ouais, c'est ça. C'est de la vulgarisation. C'est ça. Et puis pour donner envie aussi, parce qu'il y a un côté, c'est toujours un peu spécial de parler de marketing avec les insectes, mais je pense qu'on Ouais. a besoin de le faire. Parce que tu as certaines espèces qui sont incroyables. Je pense à Popas purca, c'est une menthe bâton qui vient de Madagascar. C'est grand comme ça, c'est tout marron. C'est niveau comportement incroyable. Par contre, personne n'en veut. Ça ressemble à un bâton, tout le monde trouve ça moche. Donc si t'insistes pas en disant, Il y a une Incroyable. plus-value là-dedans. Il y a une plus-value. c'est ça, les gens vont pas aller dessus, et quand ils vont aller dessus, moi maintenant j'ai des gens qui me disent, ma menthe préférée c'est Popas purca. Je suis en mode, mais c'est pas possible, tu vois. Ça marche. Ok. Donc Écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Je te remercie Cool. d'être venu. avec plaisir. C'est trop cool. On va faire un deuxième podcast ensemble bientôt sur les menthes, ta Ouais. spécialité. Surtout, vous avez intérêt à pas rater ça. Ça va chier des mantibules. Merci à toi. En tout cas, tout le monde, on vous laisse. Mais surtout, force à vous.